Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on combine encore deux disciplines différentes, le développement logiciel et le design. On discute d'un angle qui touche à la fois les deux rôles dans un projet, le UI/UX dans un produit numérique, la couche de polish qu'on peut appliquer dans un produit pour améliorer subtilement l'expérience des utilisateurs. Je reçois Olivier Aubin et Olivier Pinault pour discuter de comment ça se transpose concrètement dans un projet, les outils qui nous permettent de bien collaborer entre design et dev et pourquoi on prend le temps de faire tout ça. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, un des aspects qui différencie beaucoup les produits numériques qu'on bâtit depuis 15 ans, c'est sans aucun doute l'attention qu'on porte au UI et au UX de ceux-ci. Oui, on bâtit des logiciels, entre guillemets, mais pour nous, ça ne doit pas juste être du fonctionnel. On veut que les users de nos produits sentent le care qu'on prend le temps de mettre pour rendre l'expérience la plus agréable possible. Et ce care-là ne peut pas se réaliser sans l'apport de deux disciplines, le design et le développement. Je reçois donc aujourd'hui un membre de chacune de ces deux disciplines chez Mirego pour parler de tout ce qui touche ce qu'on appelle le polish du UI et du UX et tout ce qui se rattache. Olivier Aubin, Design Lead, et Olivier Pinault, Dev Lead chez Mirego. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, Olivier Aubin, je vais t'appeler Oli, et Olivier Pinault, je vais t'appeler Opin, comme c'est commun chez Mirego. Donc, si on commence avec une petite intro, un peu de mise en contexte, de quoi on parle théoriquement, mettons que je parle de polish, de care, de UI, UX, qu'est-ce que ça veut dire si je vous demande un peu à chacun de vous, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je dirais que ça passe beaucoup par le raffinement d'une interface que l'utilisateur va voir dans n'importe quelle application, autant web que mobile. Moi, de mon côté, quand on parle de ce polish-là, c'est vraiment l'attention au détail qui va élever le produit numérique à un autre niveau. Parfois, on peut entendre parler d'applications AAA, c'est un terme, je pense, qui se dit beaucoup dans tout ce qui est jeux vidéo, là, le AAA, ben, quand on essaie de ramener aussi notre côté là, dans le développement de produits numériques, ben, c'est ça, c'est ce qui va nous amener un peu plus loin, un peu plus haut, puis qui va rendre l'utilisation de l'application du site web par les utilisateurs vraiment plus intéressante et plus conviviale et tout et tout. Là. Un peu comme je disais en intro, le fait que ça pourrait être fonctionnel. Techniquement, on n'a pas besoin de ça. Un produit numérique va fonctionner sans ça, right? Fait que c'est pas tout dit que ça élève, ça la rend une coche plaisante. Effectivement, ça va fonctionner. Ça, c'est sûr, c'est qu'une application va fonctionner même s'il n'y a pas de belles transitions, de belles animations et ça va fonctionner, ça va être un peu plus sec, peut-être comme navigation. Okay. Mais avec l'ajout de ces... le polish, il faut pas qu'il soit trop in your face non plus. Je pense que qu'est-ce qui fait du bon... on va dire souvent ça, ce mot-là, le polish, qu'est-ce qui fait que c'est bon, cette partie-là, c'est des fois quand c'est peut-être pas visible. Ça se perçoit de par les interactions sur ton téléphone. Moi, je fais beaucoup plus de mobile, de design mobile dans ma carrière chez Mirego. Fait que, moi, c'est beaucoup... Quand j'ai mon téléphone dans mes mains, quand je navigue d'un écran à l'autre, quand il y a une modale qui apparaît, quand il y a un pop-up, quand que je clique sur un élément sur mon téléphone, c'est de quelle manière il va se transformer en quelque chose d'autre, de quelle manière il va se transitionner vers un autre écran, que on le perçoit, mais classique, monsieur, madame, tout le monde, on va dire, va pas nécessairement se dire « Oh wow, ça là, c'est très belle transition, c'est smooth », ça ne rendra pas compte, mais ça va faire en sorte que le produit, l'expérience qu'ils vont vivre va tellement être plus intéressante. Au final, ils s'en rendront pas compte, mais ils vont s'en rendre compte sur comment ils apprécient le produit. Et c'est pas juste aussi visuellement. Je pense surtout pour un téléphone mobile, il y a tout ce qui est, on va dire, feedback, les vibrations, mettons, ou les sons. Je pense que ça peut amener l'expérience encore plus loin. Puis le user, comme il dit, ça ne rendra pas nécessairement compte, mais il va faire, à l'utilisation, il va être « Hey, wow, j'ai vraiment apprécié dans l'application. » Puis... OK. Mais c'est intéressant. C'est pas juste au niveau interface visuelle, c'est tout ce qui entoure l'expérience. Ben, puis si je peux ajouter un peu par rapport à ça aussi, c'est souvent ces éléments-là, que ce soit du son, du vidéo, des vibrations, et ça peut faire vivre la marque. Ces éléments-là peuvent faire en sorte que ça fait partie de la marque d'un produit. Sans le nommer, exemple, le Canadien de Montréal, quand que Montréal compte un but, ben le son qui va sortir de ton téléphone, c'est le même son qui joue au Centre Bell quand le Canadien de Montréal compte un but.
Fait que tu sais, ça, c'est un élément qui continue à faire vivre la marque, même quand quelqu'un n'est pas physiquement présent à cet événement-là. Il peut être chez soi en train d'écouter la game, puis il va vivre ce côté-là. Puis je pense que dans ce cas-ci, le son qui est joué quand il y a un but qui est compté, il est très... Tout le monde le reconnaît pratiquement au Québec, là, ce son-là, quand tu écoutes l'hockey un peu, là, tu sais. Fait que ça fait vivre ta marque, c'est ça. Ça te donne le goût d'aller dans l'application. T'es comme, waouh, il y a de quoi, là, elle me parle, là, cette application-là. Mais c'est intéressant, tu sais, là, tu parles de faire vivre une marque, puis j'imagine aussi que si la marque pour laquelle on bâtit une application ou un produit numérique, le côté care, le côté expérience finale, ça fait partie de la marque, ben c'est comme ça que ça se transmet dans une application. Hein. Tu sais, mettons, je sais pas, sans vouloir nécessairement nommer l'application, mais tu sais, de pas avoir l'air cheap, là, que si une application est un produit numérique qui vient à quelque chose est cheap, ben probablement que ça déteint de façon négative sur la marque, potentiellement. On va en parler un peu plus tard, mais tout ce qui est des petites animations, on va dire, qui sont presque pas chères à implémenter. Okay. On peut faire pour éviter ce cas-là où est-ce que, comme on disait tantôt, la navigation, elle peut être sec, les changements d'état sont secs. Je pense qu'il y a quand même des quick wins qu'on peut faire pour justement rendre le produit de base meilleur. Okay. Sans exagérer dans on fait un show de canne. Que ça prenne plus de temps de bâtir tout ce qui est le polish que le actual temps de bâtir le produit. Là. C'est ça, effectivement. Ça, je pense que c'est un des éléments aussi qui est pas à négliger. Ce sont des éléments qui peuvent parfois prendre du temps aussi à faire quand on veut bien faire les choses, comme un peu dans n'importe quels autres aspects de la processus de création d'un produit numérique. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, puis il faut avoir le temps de bien faire les choses aussi. Puis tu sais, c'est pas non plus très complexe à faire, les animations ou les transitions, des choses comme ça. Parfois, ça prend juste une bonne communication entre le designer et le développeur pour se comprendre sur voici ce que j'ai dans ma tête en termes de qu'est-ce que ça a l'air quand on design, on a souvent ça en tête, là, on le voit, là, on est comme « Ah oui! » Puis on essaie de l'expliquer, puis des fois, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a cette relation-là qu'il faut bien bâtir. Moi, je parle beaucoup de ma discipline de designer. Il y a cette partie où il faut qu'on soit bien capable aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on a en tête. De le mettre en mots. De le mettre en mots, ou des fois de juste de sketcher rapidement sur un papier, un crayon, de montrer les états, les états de transition, l'état final. Puis ben, par la suite, tu sais, quand je me trompe, Opin, mais il y a plein de façons des fois d'y arriver pour faire ces animations-là, ces transitions-là, qui peuvent parfois, oui, être très complexes, mais parfois super simples. Tu sais, sur iOS, sur Android, il y a des composantes, des éléments qui sont comme built-in dans chacune des plateformes. Si on parlait tantôt des vibrations, le haptic feedback sur iOS, il y a probablement la même chose sur Android. Là, je n'ai pas le nom en tête, mais tu sais, c'est des composantes, des éléments qui sont built-in dans la plateforme, qui font en sorte qu'on peut les implémenter pratiquement rapidement. En fait, on utilise pas mal ce que la plateforme nous fournit. Les vibrations, c'est les mêmes que Apple vont te faire quand eux, ils veulent faire la vibration. Mais on te acheter quelque chose avec Apple Pay. Cette vibration-là, ben, on peut la répliquer aussi dans n'importe quelle autre application. Puis souvent, je trouve que c'est pas tant théorique, mettons, faire des animations, tout ça, c'est plus au feeling en tant que tel. Ouais. Oli disait qu'il fournissait les states de sa maquette avant-après. Il n'y a pas nécessairement le temps de designer la transition à chaque fois. Fait que, je pense que le développeur a un peu la charge, I guess, de créer, finalement, d'y aller au feeling pour l'animation qu'il veut avoir au final. Puis c'est sûr qu'après, il y a le feedback du designer, voir qu'est-ce qu'on peut ajuster. C'est intéressant le côté, on parlait d'émotion, puis là, c'est pas tant mathématique, mais c'est vrai, là, en tout cas, ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Comment est-ce qu'on fait ça chez Mirego, intégrer ce care-là, ce polish-là dans nos produits? Est-ce que c'est toujours à chaque fois la même chose? Est-ce qu'on a un process? Je pense pas, là, mais comment est-ce que concrètement ça se fait, ça, dans le processus d'un projet? Ça change beaucoup, là. Comme je disais, des fois, il n'y a pas l'animation dans la maquette. Puis, question de temps, là, si on faisait des animations pour chaque state différent, je pense que ça serait juste trop de temps passé en design, mais d'où que des fois, mettons, juste un changement d'état, une pilule qui est sélectionnée versus désélectionnée. Tu sais, mettre un petit fade-in, fade-out, ça coûte pas cher. C'est comme, Oli n'a pas nécessairement besoin de valider ça en tant que designer, puis ça va avec le flow. Mais aussi, d'autres fois, Oli peut m'arriver avec un anime qui est vraiment excité. Il faut absolument faire ça. Là, ça prend un peu plus de temps.
Puis t'arrives comment, mettons, dans cet exemple-là, c'est, mettons, Oli qui arrive avec un, voici, dans une autre application, j'ai la même chose, ou tu l'as fait, comment un designer ou une designer arrive, te présente, voici ce que j'aimerais faire. Souvent, je pense que Oli peut me montrer des exemples qu'il a vus ailleurs, que lui s'est inspiré. Des fois, ça arrive aussi que dans Figma ou n'importe quel autre outil, il y a des animations. Hey, réplique ça. Voici la courbe d'animation exacte que je veux et tout. Facile à prendre en tant que dev, à la mettre en code. Là. Oui, effectivement. Tu sais, pour revenir aussi à ta question originale, en même temps, pour poursuivre sur ce qu'Open dit, moi, je pense comment on fait pour se rendre à ce niveau de care dans un produit numérique. Je pense que tout ça passe, ça va être cliché de dire ça, mais ça passe par la culture générale de l'entreprise. Là, que comme chez Mirego, on veut que ça soit tout le temps des produits de qualité. Puis je l'ai dit comme tantôt, le AAA, on veut atteindre ça. C'est comme notre. C'est vers là qu'on veut aller. Puis nous, à l'intérieur de l'équipe de design, c'est quelque chose qu'on se parle beaucoup. À travers les membres de l'équipe, on est comme, on veut aller là, puis comment on fait pour se rendre là? Puis c'est un mindset qu'on est en train de développer dans l'équipe depuis un certain temps, de comme, voici comme, tu parlais de process, il n'y a pas nécessairement un process, mais comme c'est une mentalité à avoir de comme, on veut pas couper les coins ronds, on veut s'assurer qu'on fait bien les choses au bon moment. Puis après ça, ben, je pense que quand on y pense toujours petit peu par petit peu au courant du projet, on n'arrive pas à la fin, puis on est comme, OK, là, il faut que je remplisse mon app d'animation ou de transition. C'est comme, on y pense au fur et à mesure, puis de plus en plus, on a des outils où on a des façons de partager ces informations-là aux développeurs qui s'améliorent. Tu sais, il y a, depuis l'avenue de Lottie, qui est un plugin qui permet de créer des JSON de par After Effects pour pouvoir implémenter une animation directement dans un produit numérique. Ça, c'est un outil qu'on sert énormément. Le duo After Effects, Lottie, on s'en sert énormément parce que ça génère le code que le développeur a besoin d'avoir pour pouvoir l'implémenter. Après ça, c'est super malléable. Tu parlais des timings, d'avoir un bon ease in, ease out dans un bouton, d'avoir un timing plus rapide, plus lent, des choses comme ça. Ben, on peut tout modifier ça. Fait que ça, c'est un outil qu'on va se servir beaucoup. Puis, encore une fois, je reviens là-dessus. Il n'y a rien qui ne remplace pas la bonne communication entre ces deux disciplines-là, le design et le développement, parce que, tu sais, on revient sur le côté émotionnel. Moi, dans ma tête, je pense quelque chose, mais le développeur, lui, qui est en train de développer l'application, il y a aussi, tu sais, par le code, tu développes aussi, comme le cœur de ce produit-là, tu développes aussi une émotion par rapport à ça. Fait que, tu sais, lui aussi a une idée en tête de comment on devrait peut-être implémenter ça. Puis quand on a les deux personnes qui viennent se parler, puis qui se challenge, puis qui... Ah, moi, je fais ça de telle manière. Ah, t'as-tu vu, j'ai essayé tel truc, qu'est-ce que t'en penses? Puis ça arrive vraiment souvent là, que les développeurs vont nous arriver avec une build sur leur téléphone ou un simulateur sur le téléphone. Hey, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, en tant que designer, tu prends le téléphone ou le site web, peu importe, tu le regardes, tu le testes, tu joues avec. T'es comme, OK, oui, il manque un petit peu de quelque chose, mais il est vraiment prêt, là. Fait que, encore une fois, cette collaboration-là, cette communication-là, fait que moi, c'est ça qui est au-delà des outils qui nous sont offerts pour créer ces animations-là. On dit pas animation, mais tu sais, ces éléments de polish. De polish, c'est ça. Ben, c'est ça. Faut qu'on se parle. C'est la meilleure manière de pouvoir arriver à ce qu'on veut vraiment réaliser. J'aime ça comment les deux premiers systèmes que tu disais, pas un process, mais plus un mindset qui est partagé dans l'équipe, puis des outils, puis on dirait que, ou des certains outils qui nous permettent de bien collaborer ensemble. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir un sans l'autre. On ne pourrait pas... OK, tout le monde, le design, le dev, on est conscientisé parce que c'est important, le polish, le care, mais après ça, OK, Oli nous fournit une animation ou quelque chose via After Effects. Bon, là, il faut recoder ça de zéro, en essai. Un peu comme une maquette, en fait, peut-être il y a quelques années. Je vais essayer de reproduire ce que je vois. Mais c'est comme, non, là, genre, c'est tout... C'est prêt à être utilisé. Fait que je pense qu'à cause de ces process-là, le mindset est bien plus facile à partager. Oui, puis c'est pas... Tu sais, je veux ajouter aussi non plus que c'est pas parce que c'est maintenant plus facile d'en implémenter que c'est toujours utile. Tu sais, je reviens à ce que Open disait tantôt. Faut pas non plus que ça devienne... je sais pas comment t'as dit ça, là. Comment? Un show bootcamp. Un show bootcamp. Ah ouais. Tu sais, il faut quand même que ces éléments-là, pour le client, ont un coût. Il y a un coût quand même qui est... faut qu'il défraie, dans le produit pour faire ça. Oui, à certains moments, ça fait en sorte que son produit va s'améliorer, mais des fois, c'est difficile aussi à vendre, on peut dire, tu sais. C'est dur à montrer cette partie-là. On va te mettre des animations, là, tu vas voir, là, ça va vraiment être beau, là, tu sais. C'est pas évident, cette partie-là. Fait que
il faut quand même que qu'est-ce qu'on produit, ça ait un avantage, ça donne une valeur à notre produit final. Puis j'en reviens un peu au tool qu'on utilise pour travailler. Ça reste qu'avec Figma, qui est notre logiciel de design principal qu'on travaille, il y a des tools de prototypage à l'intérieur, de transition, d'animation, qui nous permettent de faire des animations, on va dire, tu sais, en guillemets, vraiment rapides. Puis souvent, on s'en sert de plus en plus. On crée des prototypes cliquables, on envoie une vidéo au client, on envoie un GIF au client pour lui montrer voici ce que ça a l'air. Tu sais, cette relation-là, on parle beaucoup de relation design-dev, mais tu sais, quand on veut mettre dans la loupe complète là, le PO, le client et tout, on a aussi ces outils-là qui nous permettent d'aller faire des rondes de validation avec eux autres puis leur montrer voici ce que ça a l'air. Voici comment on agrémente ton app avec ces trucs-là. Okay. Moi, je vais revenir sur le point que tu disais, que moi, j'ai un cas très, très particulier en tête, ben, pas très particulier, très spécifique, sur ce trop d'animation. Oui, tu dis que ça peut prendre plus de temps, puis c'est un investissement, puis tout, mais il y a aussi l'autre bord l'autre côté de la médaille, qui est quand c'est trop facile d'en mettre partout. Moi, je me souviens qu'on travaillait sur un projet d'app web là, plusieurs années chez Mirigo, puis c'était ah ben là, oui, quand tu cliques sur le bouton, il y a un menu qui ouvre, un gros menu déroulant qui est un enchaînement de recherche, puis là, ça prend un fade, ça prend une transition qui va durer là, 1 seconde. Là, c'est comme... Et ça avait l'effet inverse de rendre le produit qui a l'air moins snappy. Faut mettre une transition qui c'est le fun, ça se déroule. C'est comme, tosse-toi, là, je clique sur le bouton, je veux que ça focus dans le champ direct. Fait que, même animation et transition veut pas dire parler. Moi, le polish là-dedans, c'était d'enlever l'animation. C'est de faire que quand je clique, boum, ça focus sur le champ, le menu est ouvert. Fait qu'il y a ça aussi à toujours garder en tête, soit parce que c'est disponible et que c'est joli quand le menu ouvre, que c'est nécessairement le bon choix produit. Toutes les animations et transitions, c'est surtout pour garder le contexte de l'action de l'utilisateur. Ouais. Et même chose pour tout ce qui est vibration et son. C'est pas toutes les actions qui se prêtent à avoir ce non, c'est ça. Puis si tu es surstimulé par des animations partout dans l'écran, mais là, c'est pire. Tu défocuses sur la tâche que tu fais. Ouais. On parle de collaboration un peu depuis tantôt, d'outils, puis mettons, il y a une question qu'on entend souvent, c'est bon, est-ce que là où la designer devrait pouvoir faire tout ça lui-même ou elle-même, est où la ligne entre, toi, Ali, t'aimerais-tu ça, pouvoir faire du tweaking de polish je veux, là, changer un petit padding, changer un easing, quelque chose, puis leur faire une build, puis le tester moi-même, ou non, maintenant, c'est correct d'avoir cette séparation-là des deux. Ben, je pense que quelqu'un qui veut le faire peut le faire. Quand je parle tantôt du tool de After Effects avec Lottie, ben, il y a moyen de tester des choses, puis de juste réexporter un JSON, puis, encore une fois, quand je me trompe, au pire, mais intégrer ce JSON-là dans un produit numérique, après ça me semble être un copier-coller de code que tu changes. Ouais, ben, tu utilises les outils de Lottie directement. C'est ça. Donc, tu passes le fichier JSON, puis lui, ben, tu dois quand même passer les valeurs auxquelles tu vas animer. Tu sais, je pense que tu peux mettre des flags dans l'animation. Ouais. Tu vas animer entre le temps 0 et le temps 16. Ouais. Et quel frame aller-retour. Fait que, oui, ça se fait. C'est ça. Fait que, tu sais, comme je pense, ça se fait en ce moment. On a les outils, la technologie pour le faire, pour qu'en tant que designer de produits numériques, tu sois capable d'y aller micro dans le détail, de t'assurer que le easing, la vélocité, la transparence, peu importe, tu l'as à 100%. C'est possible. Après ça, moi, est-ce que c'est quelque chose que je voudrais me rendre? Moi, j'ai toujours été un designer qui collabore beaucoup avec les développeurs. Puis j'ai toujours valorisé, exactement, j'allais dire un bon frère. Le value, le knowledge du développeur. J'ai toujours valorisé les connaissances du développeur. Puis, tu sais, la connaissance qu'ils ont, je veux dire, je peux pas m'enlever de cette connaissance-là et dire non, moi je fais tout de mon bord, puis après ça, faites juste le mettre dans l'app. Là. Moi, je veux aussi avoir votre input. Là. Je veux savoir, y a-t-il une manière de faire ça différemment? Y a-t-il une manière, regarde, je l'ai mis avec ce timing-là, puis ça a l'air de ça. Tu sais, rendu là, ce que le développeur va implémenter dans l'app, puis qu'il va tester dans son simulateur, sur son téléphone, puis si lui trouve que c'est beau, que ça fonctionne, puis qu'il vient me le montrer, puis je suis comme, ben oui, c'est parfait. Je suis comme, on laisse ça comme ça. Tu sais, moi, personnellement, encore une fois, je reviens dessus, moi, personnellement, j'ai jamais été trop dans le micro-détail par rapport à ça, puis je préfère qu'on collabore, puis qu'on se challenge un et l'autre pour s'assurer que, tu sais, un produit numérique, là, c'est pas une vision d'une seule personne, il y a plein de monde qui gravite autour de ça. Puis encore une fois, le design, oui, c'est
la charge du designer de créer son design et tout, mais ça reste que on fait pas ça tout seul, on fait ça avec plein de monde autour de nous, puis ben, les commentaires que les développeurs vont nous dire, que ce soit sur le concept d'animation, de transition et tout, autant sur le concept de UI et de UX, ben moi, je l'ai toujours pris, puis j'ai toujours analysé. Parfois, j'étais comme, ben oui, c'est ça la bonne chose, on va faire ça, tu sais. Un rôle qu'on n'a pas parlé, là, on parle de design dev, même le côté assurance qualité, là, j'aime ce que tu dis, c'est pas la vision d'une personne, même juste d'un rôle. OK, c'est le ou la dev qui est la dernière personne à toucher au code, parce qu'ultimement, cette personne-là pourrait faire OK, merci Oli là, de ton input, là, ça va être ça, moi, que je vais faire. OK, cool. Mais après ça, il y a le côté on bâtit un projet en équipe. Si c'est pas la personne, c'est pas le designer, c'est pas le dev, c'est pas le QA qui est responsable de faire un final cut. C'est comme on est d'accord en équipe. OK, ce produit-là répond au standard de qualité qu'on veut atteindre en tant qu'équipe Mirigo. Absolument. Puis en termes de code aussi, si le designer avait à sauter dans le code pour aller changer une animation, ça peut impacter d'autres choses aussi dans la vie. Fait que là, maintenant, c'est rendu un dev. En fait, un dev qui a une passion pour le design et qui est très bon, c'est un atout incroyable à une équipe. Là. Ah ben c'est ça. Fait que là, ça, c'est l'autre côté de... Puis là, tu sais, un peu comme ce qui est un peu ton cas. Là, on pense il y a des devs qui ont cette échelle-là de OK, je sais je m'en vais où, puis j'ai pas besoin qu'un lead ou une designer me dise des instructions. Je vais être capable de faire ce polish-là un peu par moi-même. Puis après ça, de commencer sur une base, OK, on peut bouncer les idées ensemble. Oui, puis après ça, allez voir Oli, comme Oli parle de collaboration, puis c'est très central, justement, à améliorer toutes ces petites choses-là dans le... Faut pas que ce soit waterfall non plus. Faut pas que ça soit... la collaboration design-dev dans ce contexte-là, c'est pas... en fait, probablement que cette collaboration-là va être meilleure si les deux disciplines care autant. Et non juste... Oli m'a dit de mettre une vibration là. Ah, OK, parfait. Mais non, c'est pas ça. Il faut que ça soit senti par tout le monde. Exact. Surtout que, majoritairement, dans des projets, cette phase-là de polish, qu'on l'appelle, se passe beaucoup vers la fin du projet. Là. OK, oui. Tu sais, quand on est quelques semaines, quelques mois avant, même des fois quelques jours avant le release d'un produit, tu sais, il faut pas qu'on commence à s'embarquer dans le côté waterfall, comme tu dis, que moi, je donne tous mes fichiers. Voici une sheet de 12. C'est ça, tu sais, c'est du travail de collaboration parce que tu es à la fin d'un produit, il y a la fébrilité de lancer ce produit-là. Des fois, on a une date qui est pas flexible. Faut que ça soit sorti pour telle journée, puis là, on est encore en train de faire des modifications, même pour améliorer le produit. Hey, encore une fois, faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on collabore, puis il y a bien des fois que, tu sais, d'être côte à côte, moi puis Obin, on a plein de projets qu'on a travaillé ensemble où on était côte à côte, j'avais mon ordi, il avait son ordi, puis genre, moi, en temps réel, je donnais genre des codes de couleurs, puis des codes de whatever quoi, puis lui, il mettait tout de suite, puis en temps réel, on faisait ça, là, parce que genre, on était à la dernière, pas à la dernière minute, mais tu sais, on était dans le dernier préparatif avant de lancer le produit, puis ben, c'est ça, faut pas qu'on se casse la tête avec les processus quand on est rendu là, tu sais. Il y a des fois que c'est bon d'avoir des processus, il y a des fois aussi où c'est comme, là, on y va... On y va le plus simple possible. En mode efficacité. Puis ça serait pas mieux de le faire tout au long du projet. Tu sais, là, tu dis de la last minute, mais on fait pas tout on fait pas quelque chose qui est bof, so-so, puis là, à la fin, on est sur le bord de releaser, vite, polishons ça. C'est pas ça. Non, effectivement, tu sais, c'est quelque chose qu'on va faire tout au long du produit. Puis en tant que designer, on a la chance de pouvoir suivre l'avancement du développement. Là. On a des outils qui nous permettent de télécharger à chaque jour. Ben, les screenshots dans des pull requests. Exactement, tu sais, on a cette possibilité. Il y a des devs qui envoient des vidéos, des gifs, des choses. On a cette chance-là de suivre ce développement-là au jour le jour, si on veut, tu sais. Mais oui, des fois, tu sais, quand on a sur notre téléphone l'application, puis qu'on la teste, puis on fait, exemple, le flow d'achat complet, ben, il y a des fois qu'on va se rendre compte, crime, à cet endroit-là, ça aurait mérité d'avoir un petit loading state ou une petite confirmation supplémentaire pour me dire oui, ton paiement a bel et bien passé. Puis là, des fois, ben, quand on est rendu là, ben, ça se peut qu'on arrive plus vers la fin d'un projet. Fait que là, on est comme, OK, là, tu vois, ça va vraiment. Tu sais, des quick wins, où ce que genre ça, on sait que c'est gagnant de faire ça. Ben là, on va se parler puis on va essayer de le faire. Tu sais. Ouais, c'est quick win là, pour reprendre les mots. Je pense, on l'a dit tantôt, là, c'est un peu ça que les devs faudrait prioriser comme au cours de développement, c'est facile, ça va prendre 5 minutes de plus, je vais faire l'animation, comme ça on a moins besoin de faire
ce sprint-là à la fin de « Hey, on polish l'app au complet parce qu'on a laissé ça de côté. » Fait que c'est la responsabilité du développeur de faire « OK, ben, je vais faire la petite anime. » Et surtout quand ça prend juste quelques minutes. Oui. Que c'est plus facile de le faire. Bon, tant qu'être dans le code, je le fais là. Au pire, c'est quasiment rien. Ça dure une animation qui dure 100 millisecondes. Puis au pire, on la retweakera après, mais au moins, elle est là. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Oli, le fait que quand tout vient ensemble, là, OK, là, le produit, là, il est pas mal terminé. Tous les flows sont connectés, les écrans ensemble. OK, c'est là que tu peux filer ce... Ah, ou ici, c'est là un petit peu de polish qui manque parce que c'est peut-être tough à analyser feature par feature. Plus tu bosses une feature, OK, c'est correct, oui, ça marche, parfait, pas de bug, qualité, good, next. Mais à la fin, il me semble qu'il il manque de quoi, là. C'est ça, il y a toujours... Tu sais, même quand tu designs, tu designs écran par écran, feature par feature, tu sais, des fois... tu sais, quand tu développes pas nécessairement, tu designes pas, un app, des fois, dans son ordre chronologique, mettons, tu sais, des fois, on va commencer par un feature parce qu'on sait que là, dans le roadmap des devs, c'est là que ça commence, puis tu sais, oui, à la majorité du temps, on a un overview de ce que ça a l'air, l'app, mais le moment où on a ce vrai overview-là, c'est quand, à la fin, on est capable de la tester en vrai, puis c'est pour ça que de plus en plus, tu sais, on va créer des prototypes cliquables quand on va faire nos apps au fur et à mesure, parce que ces prototypes-là cliquables, qui sont super faciles à faire dans Figma, ben, ça nous donne ce vrai feel. Il n'y a rien de mieux Il y a le flow complet, là. Ben oui, tu sais, comme, tu poses une question, ben, hey, est-ce que mon flow de création de compte, ça fonctionne bien? Ça coule-tu bien, là, tu sais? Fait que c'est facile, après avoir fait des écrans, de connecter tes écrans ensemble, de rajouter des zones qui sont cliquables pour faire passer d'un écran à l'autre, puis comme faire comme si c'était une vraie app, mais tu sais, en prototype, tu sais, juste avec des écrans qui sont statiques, ben, ça nous donne ce vrai feel-là, puis c'est souvent là qu'on est capable de voir, OK, oui, regarde, comme je disais tantôt, à cet endroit-là, ça fonctionne, mais pour être certain que l'utilisateur comprenne qu'il y a un message d'erreur, son email n'est pas bon, ben, au lieu de juste avoir un texte statique qui apparaît dans l'écran, ben, peut-être qu'on va venir faire apparaître un petit pop-up dans le bas avec une petite vibration pour dire message d'erreur, tu sais. Fait que ça, c'est des choses, encore une fois, c'est des réflexes qu'en tant que designer de produits, tu vas bâtir au fur et à mesure que tu en crées des apps et que tu en essayes des applications. Okay. Tu sais, genre, cette partie-là, ça se développe. C'est comme n'importe quoi, ça se développe de comprendre à quel endroit mettre des bonnes animations et des bonnes transitions. Puis ça se crée beaucoup en regardant puis en testant des apps puis en allant voir qu'est-ce que les autres compagnies font, puis les autres apps qu'on aime, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'Instagram fait. Puis essayer de comprendre pourquoi. Puis c'est ça. C'était ma question, ma prochaine question, c'était au niveau du design et aussi du dev. Comment est-ce qu'on fait pour se garder à jour, se perfectionner? Fait que c'est ça, c'est de regarder puis de porter un œil attentif à ça. Pourquoi ils ont décidé de faire ça là, mettons, eux autres? Là? Absolument. C'est la clé, à mon avis. C'est, encore une fois, le but de ça, c'est pas de copier ce qui est fait, mais je pense que d'aller s'inspirer. Puis encore une fois, c'est bien ce que tu dis en disant d'aller comprendre. Tu sais, derrière ça, il y a un élément de compréhension. Pourquoi Apple a amené le haptic feedback? Tu sais, pourquoi ils ont fait ça? Il y a une raison pour laquelle ils ont fait ça. Il y a une raison pour laquelle il y a une transition qui a été mise à l'endroit. Il y a une raison pour laquelle quand tu cliques dans le App Store sur un élément, ben, la photo va grossir, elle va venir tout prendre l'écran, puis là, les informations vont apparaître en dessous. Il y a une raison pourquoi ils ont créé cette transition-là. C'est pour faire en sorte que l'utilisateur soit tout le temps en contexte. Qu'il ne quitte jamais le contexte dans lequel il est. Quand il clique sur un jeu dans l'App Store, puis que la photo se grossit, ben, il perd jamais le visuel de son jeu. Fait qu'il comprend dans quel environnement il est. Fait que ça, c'est super important de garder en contexte l'utilisateur aussi. Je pense que ces transitions-là, ces animations-là, quand ils sont smooth, quand ils sont subtils, quand ils sont pas trop longues ni trop courtes, ben ça fait en sorte que ça fait une belle continuité entre les deux écrans, puis ça garde en contexte l'utilisateur, puis il sait il est où. C'est fou parce que finalement, il y a beaucoup de théories psychologiques derrière le feeling qu'on parlait au début des animations. Mais parce qu'on tente de rationaliser, on tente de... On peut pas juste dire mettons, Oli, ou on est rendu, on fait un peu de polish, fait que ça feel plus nice. Non, à un moment donné, t'as pas le choix de t'appuyer sur du raisonnement plus théorique puis concret. Là. Pourquoi, comme tu dis là, pas perdre le contexte? Est-ce que t'as une certaine immersion dans quelque chose? C'est tout des
Parfois, ça sert aussi à rassurer l'utilisateur. Par exemple, comme tantôt tu parlais au PIN de Apple Pay, quand tu es rendu à faire un paiement d'un achat sur Internet, je pense que maintenant c'est beaucoup plus commun, on s'entend, mais ça reste qu'il y a encore pour une certaine tranche d'âge de la population qui peut faire des achats sur Internet, c'est récent, là, tu sais, puis c'est pas trivial pour eux autres, puis je pense que d'avoir ce petit haptic feedback-là, ou ce son, parce que tu sais, le haptic feedback, il est là quand ton téléphone est en mode vibration, mais quand ton téléphone est en mode son, ben tu sais, c'est le petit ping avec des confettis. C'est ça. Ouais. Ben, ça vient rassurer l'utilisateur comme OK, mon paiement a bel et bien passé. Donc, l'achat, c'est fait. Puis à l'inverse, ben si, exemple, quand tu utilises ta carte de crédit sur ton téléphone, puis que tu déposes sur le terminal, puis ça n'a pas fonctionné pour X, Y raison, ben tu as un son qui t'indique que non, la transaction n'a pas passé. Donc, fais-toi-en pas, tu ne payeras pas en double. Dans le fond, la transaction a été déclinée. T'sais. Fait que tous ces éléments-là, oui, on parle beaucoup de côté émotionnel, on veut rendre ça beau, on veut rendre ça joyeux et tout, si on peut dire, tu sais. Mais il y a aussi le concept qu'on veut rassurer les utilisateurs dans nos apps, puis ça revient à la question de faut comprendre aussi pourquoi on les utilise, ces choses-là. Puis ben, c'est pour différentes façons, mais chaque élément de transition, d'animation et tout, a une raison d'être. C'est pour ça qu'on les met dans des apps. Au pire, si je te demande, c'est quoi, en tant que dev, y a-tu des ressources, y a-tu quelque chose pour être un peu plus conscient de ça, puis, tu sais, comme on dit là, pogner un peu ce mindset-là, là, de moi en tant que dev, sans que ça vienne du design, je vais plus carry là-dessus, puis par défaut, je vais être un peu plus conscient de ça. Ouais, ben, tu sais, dans un écran, n'importe quel écran qui est designé, c'est les changements d'état. Tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, n'importe quel bouton, il peut avoir une action, un changement d'état, autant je passe d'un mode de loading à erreur, ou bien maintenant j'ai du data. Tu sais, je pense que tout ça peut être un peu animé. Voici ce qui s'est passé. Ou, tu sais, là, tantôt, Ali parlait de rassurer l'utilisateur. Tu sais, un long loading, si tu mets un loading infini, il a beau animer, l'utilisateur, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, là, tu peux le rassurer en disant, genre, hey, on change le texte. Genre, hey, finalement, on travaille encore là-dessus. Ta carte de crédit, la transaction est longue, mais finalement, on l'a annulée. Tu sais, je pense qu'il y a un peu ça. Okay. Tu vois, je rajoute un peu là-dessus aussi, là, des choses qui vraiment, parce que moi, je sais que ça m'aidait beaucoup. C'est que, tu sais, vous, je dis vous, Open, en tant que développeur, puis même d'autres développeurs chez Mirego, tu sais, souvent, vous le savez que un bouton, un call to action, ça te prend tout le temps un état normal, un état disabled, un état over, un état blablabla, tu sais. Fait que moi, souvent, c'est ce que j'aimais, c'est que j'avais, exemple, un de nos collègues Hugo, ben, il me disait, allez, voici tous les états que j'ai besoin pour tel bouton, voici tous les états que j'ai besoin pour tel input field. Peux-tu me les donner? Puis, tu sais, ça, on les faisait. Fait comme ça, déjà, on les avait toutes. Puis, je pense que au fil des dernières années, plus qu'on a raffiné aussi nos design systems, puis notre manière de travailler à travers l'équipe de design, ben, ces choses-là, on va les faire de prime abord. Par défaut, on va les faire toutes ces statuts-là. Fait qu'après ça, c'est facile de dire, hey, voici les devs, voici tous les statuts, puis là, après ça, on peut penser ensemble comment créer ces animations-là, comment le bouton va transférer d'un état à l'autre. Fait que on a rendu ça plus facile, tu sais, en perdant moins de temps, en oubliant des états, on les a tous, puis après ça, on peut se focusser vraiment sur la manière de les transformer, la manière de les animer ensemble. Fait que quand on vient avec le côté processus, on a amélioré nos processus en équipe, tu sais. Tous les nouveaux designers qui sont rentrés dans les dernières années chez Mirego aussi, on a un bagage qui a fait en sorte que notre processus de travail est beaucoup plus efficace. Ça fait en sorte qu'on gagne du temps, puis avec les développeurs aussi. Fait que ça nous donne encore plus de temps de pouvoir les faire. De polisher notre polish. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, tu dis, tu parles de design system, là, c'est intéressant. Là, OK, parfait, des boutons, des animations, des états puis tout, mais ce niveau-là, justement, animation, transition, a-t-il sa place dans un design system? Est-ce que ça devrait être par défaut, quand on fait un design system, ben OK, quand on va afficher une modale ou quelque chose, ben c'est comme ça que ça va se faire, tu sais, non juste du visuel. Je regardais la semaine dernière, c'est drôle de se poser cette question-là, parce que je suis tombé sur un design system la semaine dernière qui était complet, c'était impressionnant de voir le travail qui a été fait
pour ceux qui seraient intéressés à aller voir, c'est wise.design. Oui. W-Y-Z-E, si je me trompe pas, .design. C'est une carte de crédit. C'est une carte de crédit qui ont. Non, c'est WISE. WISE, parfait. Puis ils ont fait un design système complètement fou. Puis une des choses là-dedans que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pris le temps de documenter en texte les états de transition, comment que ça doit apparaître, comment ça doit disparaître, comment ça doit interagir avec un autre élément. Ils ont aussi pensé beaucoup au côté accessibilité, qui sera un autre sujet éventuellement ou peu importe, mais de voir comment ça fonctionne sur un téléphone que l'utilisateur a peut-être grossi la font ou utilise le zoom ou peu importe. Fait qu'ils ont très très bien documenté. Évidemment, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail qui, pour certains projets, c'est essentiel. Mais j'ose croire qu'ils ont dû faire ça quand même en collaboration avec d'autres développeurs pour être. Parce que tu sais, moi je pourrais écrire de la rédaction ou de la documentation sur un de mes boutons, dire oui, ce bouton-là, quand tu cliques dessus, il change de couleur à cette teinte-là, puis une fois que tu le lâches, ben, il en devient tel bouton. Mais probablement que ma rédaction, moi, elle parlerait peut-être pas assez aux développeurs, tu sais, peut-être pas assez technique, c'est peut-être trop c'est ça. Tu vas expliquer pourquoi on a choisi de faire baisser la teinte. C'est ça, tu sais. Fait qu'encore une fois, je suis tannant avec ça, mais il faut qu'on... La communication avec les développeurs, c'est là que ça change tout, parce que oui, on peut laisser de la doc dans nos design systems, on peut mettre des commentaires dans Figma, on peut taguer des gens, dire « Hey, Opin, regarde ce que j'ai fait ici, voici quel genre de transition que je ferais. » On peut mettre un bloc de texte, on peut mettre du texte dans Notion avec des screenshots de nos affaires. Il y a plein d'outils qu'on peut faire. Mais je pense, encore une fois, de se parler, oui, de garder une trace de ce qu'on a discuté, mais de se parler de vive voix, puis s'assurer que comme « Hey, Opin, t'as-tu tout compris ce que j'ai dit? » Puis Opin, à l'inverse, « Hey, Oli, t'es-tu certain, genre, que c'est ça que tu veux qu'on fasse? » Ça, c'est important aussi. Là. On s'entend que ça coûte quand même cher, j'imagine, de documenter des animations, faire un readme, basically, d'animation. Là. Et ensuite, il est updaté de la documentation. Souvent, ça évolue mal. J'imagine que pour une animation, ça pourrait... Ouais. Mais c'est comme, tu sais, moi je trouve que ça fait vraiment bien dans ce principe de design system, parce qu'après ça, OK, là, quand quelque chose apparaît, on fait comme ça. T'arrives au dev, on se pose pas de questions, tout est constant, tout est pareil. Après ça, convertir ça en code, puis faire des components réutilisables dans ton code, après ça, ça devient breeze, là, que ça a déjà été pensé. Oui, bon, là, c'est un côté un peu moins créatif au niveau du dev, parce que là, t'es en mode j'implémente un design system pour quand même le code. Mais moi, je trouve ça fou qu'on soit rendu là, fou positivement, que ça fait partie de notre design system, de comment les choses se comportent. Puis ce niveau de care-là puis de polish-là, il est dans les design systems. Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Oui, puis ça vient au fait qu'on dit tantôt qu'on veut pas que ce soit une étape qu'on fait à la fin d'un projet. Ben, ça, t'as pas le choix, tu y penses. Ben, tu y penses avant. Puis j'en reviens tantôt à After Effects puis Lottie. Ben, Lottie, sur le site web, tu peux te créer un space à toi-même ou un space de compagnie où tu exportes tes fichiers JSON, puis tu vois l'animation qui loupe en vrai. Fait que tu peux juste copier-coller le lien vers Lottie, le mettre dans ton design system, le développeur il clique dessus, il voit l'animation, qu'est-ce qu'elle a l'air en loop, peut télécharger le fichier JSON, ça se télécharge et l'inclut en appel. Tu sais, il y a vraiment moyen de rendre ça très visuel aussi, puis pas juste nécessairement d'utiliser du texte. Okay. Fait qu'on... Tu sais, c'est du cas par cas aussi. Il y a des fois, il y a des projets qui nous demandent beaucoup de documenter parce que c'est un plus gros projet, mais il y en a d'autres que des fois, c'est des projets qu'on est capable de faire, puis en se parlant, puis en se partageant des choses sur Snag. C'est un peu overkill, over-engineered, over-design. Oui, c'est ça, exact. Okay. En terminant, messieurs, si je vous demande à chacun une action pour quelqu'un dans votre discipline qui voudrait plonger un peu plus dans tout ce qu'on vient de parler, qu'est-ce que ça serait? Ton opinion? Moi, je dirais de apprendre comment l'engin d'animation pour chacune des plateformes sur lesquelles tu travailles fonctionne. Je pense qu'une fois qu'il y a une bonne compréhension, c'est facile de faire les petites victoires qu'on parlait un peu plus tôt. Puis ça rend le produit tellement plus vivant. Puis ces engins-là sont de plus en plus documentés, utilisés, faciles à utiliser. Là, c'est pas une affaire de fou qu'il faut que tu apprennes comment un moteur d'engin, de transition fonctionne. Mettons tout ce qui est le UI déclaratif de nos jours. Ouais. On parlait de changement d'état plus tôt. Puis le UI déclaratif, tu as tout le temps des changements d'état. Ton UI répond aux changements d'état, d'où comme, mettre la petite ligne. OK, ben ça, je veux que tu animes pour ce changement d'état-là et lui, plutôt que
la vieille manière qui était plus impérative, qui était un peu plus complexe à gérer dans son cas. Cool. Oli? Moi, de mon côté, si j'avais un conseil à donner, c'est soyez curieux, allez voir ce que les autres produits numériques font. Il y a énormément de ressources sur Internet qui sont vraiment le fun. Parce que la majorité les connaissent, que ce soit Behance, Dribbble, beaucoup d'animations qu'on retrouve là-dessus. C'est le fun d'aller s'inspirer, d'aller voir ce qui a été fait. Encore une fois, comme on disait, il faut comprendre pourquoi qu'on fait ça. Et au lieu de juste les mettre dans nos apps, je pense que c'est important de comprendre aussi comment un développeur va l'implémenter dans son app. Moi, je connais pas le langage tant que ça de développement, mais je comprends un peu comment ça fonctionne, puis ça m'aide à être capable de bien communiquer qu'est-ce que j'ai en tête de cette manière-là. Fait que d'être capable de comprendre un petit peu comment ça fonctionne un langage de produits numériques, ça va nous aider. Puis c'est ça, restez curieux, télécharger plein d'apps, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Il y a plein de designers aussi sur Instagram qui mettent des vidéos de leur réalisation, d'animation, puis des fois, ça nous spark une petite idée dans la tête, puis après ça, on va le laisser dans un autre projet, puis ah oui, j'ai vu ça à tel endroit, je vais l'essayer, puis finalement, regarde, c'est la plus belle chose que tu as faite à ce moment-là. Fait que voilà. Mais c'est bon, tu parlais d'apprendre le langage, mais tu sais, même le côté jargon technique, là, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, puis probablement que c'est pour ça que tantôt, tu parles depuis tantôt de communication, là. Savoir bien communiquer. C'est pas juste dire, voici l'animation. C'est comme, non, t'es capable de plugger certains mots que. C'est des mots que les devs utilisent, puis là, on parle le même langage au final. C'est important. Là, moi, ça fait 9 ans bientôt que je suis chez Mirego. Au début, je connaissais pas ça, les langages, puis je sais que ça évolue énormément, mais à toutes les fois que j'ai eu besoin de travailler avec le développeur, puis au pire, on a vraiment travaillé souvent ensemble, puis souvent des projets comme ça qu'on voulait mettre un peu plus de polish, puis j'ai appris énormément sur sa manière de travailler, puis je pense que ça l'a aidé à ce qu'on se comprenne bien puis qu'on se complète bien aussi là-dessus. C'est que j'étais capable de parfois utiliser les mots que lui utilise. Puis à l'inverse, Opin, c'est aussi un développeur qui tripe sur le bon UI. À l'inverse, il était aussi capable de parler un peu du langage que j'ai, tu sais. Puis ça faisait en sorte qu'on était capable. Vu qu'on avait l'impression qu'un et l'autre, on se comprenait, c'était beaucoup plus simple de partager ce qu'on a en tête. Puis on n'était pas gêné de le faire non plus aussi, tu sais. Fait que ça, c'est important. Quand je parlais de rester curieux tantôt, quand t'es curieux, tu t'ouvres vers qu'est-ce que les autres font aussi, puis t'as le goût d'apprendre, puis t'as le goût d'en savoir plus, puis c'est pas grave si au début ton jargon de développeur est minimal, mais tu sais, au moins t'es capable d'en parler un peu, puis tu vas continuer d'en apprendre, puis les développeurs, ils vont continuer à t'en dire, puis ils vont continuer à te parler de c'est quoi leur langage et tout, puis après ça, ils vont avoir une super belle complicité qui va se développer avec un ou plusieurs développeurs, puis ça va juste donner de la magie après. Là. Cool. Merci beaucoup, messieurs. Super intéressant. Merci. On se revoit pour un prochain épisode. Absolument. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.